Le deuxième était le... Bonjour à vous deux. Pour éviter une crise de gaz, les Français doivent faire des efforts. C'est ce que dit la patronne de GRDF ce matin dans une interview aux Échos. Elle demande à tous les Français de baisser le chauffage, d'arrêter de prendre des bains et de leur préférer des douches. Est-ce que vous êtes prêts, vous, à le faire? D'abord, je voudrais rappeler à la présidente de GRDF, directrice générale de GRDF, qu'il y a aujourd'hui dans notre pays 12 millions de nos concitoyens en précarité énergétique. 12 millions qui ont du mal à se chauffer. Déjà, se chauffer, c'est le minimum quand même vital. Je pense à ces parents qui ont un bébé. Le meilleur qu'on puisse leur offrir, c'est de l'amour, c'est un toit. Et c'est bien sûr de la chaleur et de pouvoir se chauffer convenablement. Pour ceux qui aujourd'hui, pour 12 millions de nos concitoyens, ils n'ont pas la possibilité de se chauffer. Je rencontre chez moi, dans ma permanence, des retraités qui me disent qu'ils touchent 950 000 euros par mois de pension et ils ont vu leur facture de gaz, d'électricité enfler avec des régulations insupportables à payer. Et la réponse, c'est « Ah bah comme il y a la guerre, s'il vous plaît, baissez le chauffage ». Ils ne se rendent pas compte, ceux qui disent ça, dans quel pays on vit. Que Bernard Arnault baisse deux points son chauffage, qu'il prenne plus de bain, Bernard Arnault, qu'il arrête de faire tourner ses yachts, que tous ceux qui ont des grands lofts... Vous dites c'est aux plus riches de faire des efforts? Non, mais d'abord, ce sont les 10% les plus riches qui émettent plus de pollution que la grande majorité de nos concitoyens qui consomment peu et qui ont des petites maisons, voire qui habitent dans des passoires thermiques. Donc ne demandez plus, arrêtons de demander à ceux qui n'ont rien ou qui ont peu de continuer de devoir faire des efforts quand les efforts, ce sont à ceux qui ont tout et qui ont beaucoup qui peuvent produire ces efforts. Vous dites c'est aux riches de faire des efforts, Fabien Roussel, pourtant quand aux plus riches, quand on regarde votre programme sur l'énergie, vous proposez de baisser la fiscalité, les taxes sur l'ensemble des énergies pour les riches comme pour les pauvres, pour tout le monde. Est-ce que c'est vraiment communiste? Oui. Parce que nous n'avons pas, nous... Vous allez faire baisser la facture de M. Arnault pour... Oui, d'accord, mais Bernard Arnault, il verra l'impôt sur la fortune être rétabli et triplé. Et donc Bernard Arnault, il paiera un juste impôt, un juste ISF, parce que M. Macron lui a fait en plus ce cadeau. M. Macron lui a fait le cadeau aussi de la taxe d'habitation. Mais vous aussi, vous lui faites un cadeau. Non, 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 non. Moi, je rétablis l'impôt sur le capital. Sur les taxes, sur je rétablis la fiscalité sur les grandes multinationales. Avec moi, McKinsey, c'est terminé. 2,4 milliards, 2,3 milliards de deniers publics versés à des cabinets conseils qui ne payent même pas d'impôts en France parce qu'ils ont mis leur siège fiscal dans des paradis fiscaux, c'est scandaleux. Donc il y a de la gabegie, de la dépense d'argent public honteuse. Donc nous avons des économies à faire et nous demandons à ces grandes entreprises, ces multinationales, de ne plus faire d'évasion fiscale. Nous récupérerons cet argent. Bernard Arnault, non seulement il peut baisser le chauffage, il peut prendre des douches, mais il payera l'ISF et ça nous permettra, oui, de baisser les taxes sur le gaz, sur l'électricité et sur l'essence pour tout le monde, y compris pour celui qui, l'agriculteur, qui en a besoin pour son tracteur, y compris pour ces entreprises qui produisent du textile, qui produisent de l'acier et qui ont besoin de payer moins cher le gaz et l'électricité. En attendant, le gaz et l'électricité augmentent. Est-ce qu'il faut, d'ici votre élection éventuelle, accepter le gaz de schiste américain? Mais c'est un des... Je l'avais déjà révélé d'ailleurs. Si ça permet de faire baisser la facture. Vous voyez un petit peu les contradictions dans lesquelles nous nous sommes mis tout seuls. Le gaz de schiste, nous l'avons interdit en France. Ça fait mal à la terre, ça fracture la terre et les sols. C'est interdit parce que c'est hyper polluant. Ça introduit des produits toxiques dans la terre. Et on en importe. Et ce gaz de schiste, il est autorisé aux États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, on est en train de dire, ben, comme on est en guerre contre la Russie, on va limiter nos importations de gaz de Russie, mais on va faire venir du gaz pourri des États-Unis. Mais donc, est-ce que on l'accepte? Mais on se met, c'est pour ça que je vous dis, on se met nous-mêmes dans des situations compliquées. C'est pour ça que moi, je dis que nous ne sommes pas obligés aujourd'hui de nous priver du gaz russe. Nous en dépendons que de 17% d'ailleurs. C'est moins grave que pour les pays du nord de l'Europe qui en dépendent de 40 à 90%. Il faut à chaque fois que l'on prend de telles mesures d'embargo
contre l'économie russe, mesurer les responsabilités, les conséquences pour les peuples d'Europe et pour les peuples français. Donc on ne réduit pas les importations de gaz russe. On investit. Aujourd'hui, on revient sur ce qui a été décidé par l'Europe. C'est bien pour ça que je suis le seul à gauche à demander. Et on continue à donner 700 millions de dollars à demander d'investir et dans l'énergie nucléaire et dans les énergies renouvelables. Les deux, contrairement à ce qui a été dit sur votre chaîne ce matin concernant mon programme écologiste pour le climat. Je ne dis pas qu'il faut investir que dans les énergies hydrauliques, je dis qu'il faut investir et dans le nucléaire, et dans les renouvelables, et le solaire, et même investir... Non, on a dit que l'hydraulique. Bah, j'ai été lire votre papier, ça m'a fait hurler. De quoi vous parlez exactement, pardon, du papier comme quoi mon classement sur ma lutte contre le climat... Vous faites référence à l'analyse qui n'est pas celle de France Info, qui est celle de Shift Project, qui est un groupe de réflexion dont France Info a publié les résultats. Publié sur votre antenne. Nous demandons d'investir massivement dans l'éolien, dans le solaire et dans le nucléaire, et tout ça dans un grand service public pour contrôler les prix, la distribution et retrouver notre indépendance, y compris vis-à-vis du gaz russe comme du gaz de schiste américain. Sur l'énergie, Fabien Roussel, est-ce que on peut vous classer dans la même catégorie qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire plus de nucléaire, plus d'énergie renouvelable, ou est-ce que... Pas tout à fait, parce que la différence que j'ai avec Emmanuel Macron, si tous les deux nous partageons la nécessité et l'urgence d'investir dans le nucléaire, nous avons deux différences notables. Moi, je le veux dans un service public de l'énergie incluant le renouvelable. Lui ne veut y inclure que le nucléaire, parce que si demain, toutes les énergies renouvelables, les barrages, les éoliennes et le solaire, ça appartient à du privé, à Total ou à BlackRock, on va pas voir la différence dans nos factures. Première différence, la deuxième. Et la deuxième différence, c'est que je souhaite, moi, reprendre la maîtrise des prix vis-à-vis de l'Union européenne. Le gaz ne doit plus être indexé sur le pétrole, et donc la France a un combat à mener pour reprendre cette souveraineté sur la fixation des tarifs du prix de l'électricité. Une troisième différence, c'est que moi, je suis pour la recherche et pour Astrid. Ce projet Astrid qui nous permettait d'investir dans le nucléaire de demain et qui nous permettrait de consommer la totalité de l'uranium plutôt que 1% comme aujourd'hui, et ce qui provoque plus de déchets. Fabien Roussel, la pression se fait croissante à l'égard des entreprises françaises encore présentes en Russie, dont le groupe Muliez, propriétaire d'Auchan, de Decathlon, de Leroy Merlin, qui est comme vous, originaire du Nord. Est-ce que le groupe Muliez doit quitter la Russie ? Eh bien, c'est une décision extrêmement difficile à prendre. D'abord, c'est l'État français qui décide des sanctions économiques avec l'ensemble des pays de l'Union européenne. Vous seriez président, que leur diriez-vous ? Et si l'État le décidait, ces entreprises françaises devraient l'appliquer, d'une part. Et d'autre part... C'est pas tout à fait la question de Naïla. Oui, mais je vais y répondre. Oui. Laissez-moi nuancer. Les questions, c'est pas oui, non, noir, blanc, vrai, faux. Donc, rester ou partir, on peut pas rester à la frontière. Il faut choisir de quel côté on atterrit. Oui. Il y a Muliez qui fait ses choix, mais il y a l'État qui décide, d'abord. Ensuite, nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe. Nous sommes en guerre contre Poutine. Je fais la différence entre le peuple russe et Poutine. Et donc, les conséquences pour un groupe comme Muliez de quitter la Russie auraient des conséquences dures pour les Russes. Beaucoup de salariés russes 30 000 collaborateurs, dit le groupe. Alors, comment ils peuvent partir sans créer en Russie et chez ces personnes-là, ces familles-là, ces travailleurs-là, de la colère, de la haine, de la rancœur contre la France? Comment on arrive à tendre la main au peuple russe pour que justement ils se disent les Occidentaux, ce n'est pas notre ennemi? Et comment nous, on arrive à dire ce n'est pas notre ennemi? C'est une question qui est difficile. Est-ce que c'est possible pour Auchan de quitter la Russie tout en maintenant les salaires avec du chômage partiel? J'en sais rien. Comment on fait pour conserver... du chômage partiel payé par la France? Ou alors pas la France, Muliez, c'est pas. Il va falloir convaincre Vladimir Poutine. Mais Muliez, c'est pas une entreprise du chômage partiel à des salariés russes. Alors c'est le droit russe qui s'applique là-bas, mais je connais pas, je sais pas comment ça se passe. C'est pour ça que je vous dis que c'est une situation bien compliquée. Et d'ailleurs, ça a été dit ici quand le maire il a dit on s'attaque au peuple russe, tout le monde lui est tombé dessus et avec raison. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe. Il a dit le but c'est que l'économie s'effondre. Le but c'est de et donc il y a un débat en Russie. Vous avez vu comment des pacifistes russes aujourd'hui manifestent. Mais que je comprends bien, vous dites il ne faut pas partir tout de suite à n'importe quelle condition par principe. Moi, je dis que les sanctions économiques contre la Russie sont utiles, que nous ne sommes pas au taquet de ces sanctions,
et qu'il faut pouvoir les graduer, et que augmenter les sanctions économiques contre la Russie, c'est peut-être décider l'État de dire à toutes ces entreprises de quitter, en mesurant les conséquences que cela a, y compris pour les Russes, et de savoir quel choc ça peut provoquer là-bas. Sur les entreprises françaises en particulier, si je suis votre logique, vous êtes contre le boycott, par exemple, des entreprises françaises qui sont toujours en Russie? C'est encore une fois une décision à prendre ensemble. Je ne les mets pas sur le même plan. Vous ne boycottez pas Auchan? Non, je boycotte pas Auchan aujourd'hui, non. Non, je boycotte pas Auchan. C'est un appel du gouvernement ukrainien en disant boycotter toutes les marques françaises. Et je sais bien, mais c'est une décision de la France à prendre. On a mis un boycott contre l'Iran qui est beaucoup plus dur que celui contre la Russie. Aujourd'hui, le boycott des Américains, de l'Union européenne contre l'Iran, il est beaucoup plus dur que celui contre la Russie. Donc, vous voyez bien qu'on peut graduer nos sanctions économiques. Ce sont des décisions à prendre ensemble, en mesurer les conséquences pour le porte-monnaie des Français, en mesurer l'utilité pour le peuple ukrainien, mais en mesurer aussi les effets sur le peuple russe, parce que je ne voudrais pas que ça radicalise les Russes et que ça les soude autour de Poutine. C'est ça l'enjeu. Ne confortons pas le dictateur Poutine en lui donnant raison si demain tout le monde partait en provoquant là-bas de la misère et du chômage. Dans votre programme, Fabien Roussel, vous demandez que la France sorte d'abord du commandement de l'OTAN, puis de l'OTAN tout court. Vous ne pensez pas que Vladimir Poutine sortirait le champagne? Vous savez, M. Fauvel, sauf si vous ne m'avez pas écouté depuis le début de cette campagne, j'ai dit à de nombreuses reprises que ce n'était plus d'actualité en cette période de guerre, évidemment. C'est un point qui figure encore dans votre programme, et donc qui est mis de côté, qui est gelé pour l'instant. Mais bien sûr, c'est un point qui figure dans mon programme, et à l'époque, comme tous les candidats, quand nous avions écrit notre programme, nous disions qu'il était important de remettre à plat l'ensemble des traités internationaux, car ils sont écrits pour alimenter la confrontation. Encore cette guerre froide. J'expliquais d'ailleurs que nous étions toujours dans un climat de guerre froide entre le monde occidental contre la Russie et la Chine. Pour être parfaitement clair, la sortie de l'OTAN ne fait plus partie de notre programme du tout. Sortie... Non, je dis que quand nous aurons retrouvé la paix, quand nous aurons réussi à faire plier Poutine, quand il sera retiré de l'Ukraine, il sera temps, à l'échelle du continent européen et des 50 pays qui le composent, il sera temps de remettre à plat les traités et les alliances qui nous unissent, pour que l'on puisse mettre en place un traité, une alliance basée sur la sécurité collective. Et c'est ça qu'il faut mettre à l'ordre du jour, et je ne suis pas le seul à le dire. Même l'ONU, le fonctionnement de l'ONU est à revoir. J'ai entendu aussi quelqu'un comme Nicolas Sarkozy dire qu'il fallait revoir l'ensemble des alliances qui gouvernent le monde parce qu'elles ne fonctionnent pas. Et donc oui, il sera temps de rediscuter de tout cela, mais quand nous aurons retrouvé... Je pense que vous êtes le premier candidat communiste à une élection présidentielle à citer Nicolas Sarkozy. Et alors, moi je suis pas justement avec des œillères. Quand il y a quelque chose que je partage d'un autre candidat, je le dis parce que je suis comme ça, c'est tout. J'ai pas de problème. Il y a Dominique de Villepin et l'intervention qu'il avait faite contre la guerre en Irak au siège de l'ONU, nous l'avons salué, félicité, et je partage ça, tout comme je partage les interventions d'Hubert Védrine sur les questions internationales. C'est proche de votre camp, disons. Mais oui, mais je veux dire, en politique étrangère, la France a toujours eu une voix singulière et originale, et j'y suis très attaché. Fabien Roussel, toujours en matière de défense, dans votre programme, vous proposez la fermeture des bases extérieures. Et pour revenir à ce que vous venez de dire sur l'OTAN, la France actuellement a envoyé un contingent de soldats dans le cadre de l'Alliance transatlantique en Roumanie pour dissuader Vladimir Poutine de tenter une incursion plus à l'ouest. Vous, président, est-ce que ces soldats seraient aussi partis en Roumanie ? Ou est-ce que, dans le cadre de cette logique, ils n'opèrent pas sur des terrains extérieurs, en tout cas pas avec l'OTAN, ou pas sur des bases extérieures, ils seraient restés en France, dans leur caserne? Mais là, dans la période de guerre, dans ce climat de guerre qui est là, oui, nous avons besoin, l'ensemble des pays de l'Union européenne, de nous concerter et de parler ensemble, et oui, de protéger les frontières en y mettant les forces armées de chaque pays pour prévenir et bien prévenir Poutine qu'il n'a pas un pied à mettre de plus en
en dehors de la Russie, bien sûr. Fabien Roussel, vous dites si je suis élu, j'organiserai un débat en France pour savoir s'il faut rétablir le service national. Pourquoi organiser un débat et pas afficher clairement la couleur avant l'élection en disant je rétablis très clairement le service pour tout le monde? Parce que vous n'avez pas une opinion tranchée là-dessus? Parce que le service militaire a été abrogé, supprimé, tel qu'il existait avant, hein, quand on donnait une année de sa vie, et seulement les hommes, d'ailleurs, vous souhaiteriez que ce soit pour les hommes comme les femmes? Moi, je suis pour retrouver, pas rétablir, retrouver un lien entre les Français et la défense nationale et l'armée. Un lien, d'ailleurs, pas réservé qu'aux hommes, femmes, hommes. Et je suis pour créer ce lien. Mais je vois bien que quand j'en parle avec les jeunes, notamment, c'est pas forcément leur tasse de thé. Et je les comprends bien. Et on pourra jamais revenir sur ce qui existait avant. Du coup, ce serait quoi? Comment? Mais moi, je veux le construire et le faire avec les jeunes. Donc, je n'ai pas d'idée plus précise. En plus, nous n'avons même plus les moyens logistiques. Enfin, je veux dire, les casernes dans lesquelles on accueillait les jeunes avant pour faire leur service militaire, on n'en a même plus les moyens logistiques. Donc, comment on crée ça? Comment on crée un lien? Est-ce que c'est quelques semaines dans l'année, pendant son cursus scolaire, ou est-ce que c'est rien du tout? Parce qu'il n'y a pas une volonté, et c'est un choix du pays de conserver, de mettre entre les mains de militaires professionnels, d'une armée professionnelle, la défense du pays. Laissons la discussion ouverte avec les jeunes et les organisations de jeunesse en priorité. La candidate socialiste affirme que la complaisance de Jean-Luc Mélenchon avec Vladimir Poutine le discrédite dans cette course à l'Élysée. Est-ce que vous dites la même chose? Je ne vais pas commenter ce que dit Anne Hidalgo sur Jean-Luc Mélenchon. Chacun exprime ses opinions, son projet pour la France. Donc je ne vais pas commenter la position de Anne Hidalgo concernant la Russie, ni celle de Jean-Luc Mélenchon, non. Sur la Russie. Non, je suis pour que les Français choisissent en fonction du programme des uns et des autres. Moi, je viens ici pour vous parler de ma vision de la France, du monde, de l'Europe. Et c'est la seule chose qui me préoccupe. Poutine est un nationaliste qui flirte avec les extrêmes droites européennes et française. Il a d'ailleurs réussi à souder une partie du peuple russe avec lui, et c'est aussi pour ça que c'est préoccupant. C'est pour ça que je fais la distinction entre le peuple russe et lui, parce que j'aimerais bien que ce peuple russe qui lui est pacifique et qui veut que ça change là-bas puisse faire entendre sa voix. Il faut continuer à lui parler aujourd'hui, il faut maintenir un lien, trouver ménager une porte de sortie. Oui, et pour le coup, de la même manière que l'a fait le président de la République, j'aurai une main ouverte pour dialoguer avec lui, mais une main ferme pour aussi lui dire les choses et lui dénoncer la violation du droit international, la violation de la souveraineté de l'Ukraine et de ses frontières, mais pour pouvoir obtenir un cessez-le-feu, pour pouvoir obtenir un corridor humanitaire, et j'en ajoute un corridor alimentaire, parce qu'il faut pouvoir évacuer les céréales qui existent en Ukraine et en Russie pour les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Il faut dialoguer avec Poutine. Il faut obtenir ces corridors pour les êtres humains et pour l'alimentation. Fabien Roussel, vous dites les Français, le 10 avril, le 24 avril, doivent choisir en fonction des programmes. Manuel Bompard, directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, dit aussi qu'ils doivent regarder les sondages. Il était invité il y a une semaine sur France Info. Écoutez ce qu'il en dit. On est dans le match du premier tour. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir si au premier tour, on préfère que les deux premiers, les deux qui se qualifient pour le second, ce soit M. Macron et Mme Le Pen, ou que Jean-Luc Mélenchon et qu'il y a un candidat de gauche présent au second tour. Et je pense que toute conscience de gauche ne peut pas être insensible au fait qu'on puisse qualifier un candidat de gauche au deuxième tour, qu'on puisse chasser l'extrême droite dès le premier tour. Toute conscience de gauche ne peut pas être insensible au fait qu'un candidat peut se qualifier au second tour. En l'espèce, Jean-Luc Mélenchon, si on additionne votre score dans notre dernier baromètre Ipsos, 3,5 et celui de Jean-Luc Mélenchon, eh bien la gauche pourrait être face à Emmanuel Macron. Mais eux, ils font l'élection présidentielle le nez sur les sondages. Moi, je fais pas l'élection présidentielle le nez sur les sondages. Je fais l'élection présidentielle en regardant les Français, en regardant mon pays, et en leur disant que le 10 avril, non seulement ils peuvent voter pour leurs convictions, pour leurs idées, pour le meilleur dont ils jugent être le plus proche, parce qu'ils se retrouvent dans ses propos, dans sa manière de parler, dans sa franchise, et c'est ce candidat-là que je veux incarner. Et le 10 avril, ils peuvent non seulement voter pour ça, mais ils peuvent aussi voter pour l'avenir et pour la suite. Et moi, je veux aussi incarner ça, incarner cette gauche populaire
populaire, républicaine, laïque, qui a mis les pieds dans le plat sur la viande, l'alimentation, sur le nucléaire, sur la sécurité, sur la laïcité. Je prends tout ça. Et je vais vous dire une dernière chose. Moi, je n'ai pas envie d'être le grand chef de l'opposition. Je veux être le grand chef du rassemblement. Et d'ailleurs, pas le chef tout court. Je souhaite que l'on puisse se rassembler demain pour construire une majorité. Donc vous dites que et la c'est ça qualification au l'enjeu. second tour est encore ouverte, en fait. C'est ce que. C'est ce que Désolé, les bulletins de vote, ils sont imprimés, ils arrivent chez les Français. Donc la question, elle est pas celle-là. Mais non, est-ce qu'elle est ouverte? Je veux dire, pour vous, vous dites Jean-Luc Mélenchon n'est pas forcément le mieux qualifié pour être au second tour de la présidentielle, puisque vous dites. Mais c'est les Français qui choisissent. Non, mais tout est ouvert pour le premier tour de l'élection présidentielle. Enfin, on est en train de nous dire que le second tour, c'est Macron-Le Pen, Macron-Le Pen. C'est insupportable, déjà, de dire aux Français, c'est plié. Laissez les Français choisir. Il y a une chose que ne supportent pas les Français, c'est qu'on leur dise que ça sert à rien qu'ils aillent voter. Ce qui est insupportable, c'est qu'on leur dise qu'il est un vote utile, parce que ça voudrait dire qu'il est un vote inutile. Ça veut dire qu'il y a des citoyens inutiles. Mais vous voyez comment c'est méprisant ceux qui parlent comme ça. Moi, je leur dis que vous ayez voté à droite, que vous ayez voté à gauche, que vous ne votiez plus, je vous parle à tous. Je ne parle pas que à ceux de gauche, justement. Je parle à tout le monde. Et s'il y a des gens, des électeurs, qui ont pu voter Macron, qui ont pu voter à droite, voire même qui votent à l'extrême droite, et qui sont tentés par la candidature des jours heureux que j'incarne, parce que je suis comme je suis, et que je parle comme ça, eh bien, tant mieux. Moi, je l'assume sans complexe, et tant mieux, parce que reconstruire la France des jours heureux, avec des réformes positives, eh ben, c'est possible. Et je veux l'incarner sincèrement et pleinement. Un mot, Fabien Roussel, le parquet national financier a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics pour des soupçons d'emploi fictif vous concernant lorsque vous étiez collaborateur parlementaire pendant 5 ans entre 2009 et 2014. Si vous êtes mis en examen avant le premier tour, est-ce que vous continuerez votre campagne ? Non, mais vous avez eu cette info ? Alors, je rectifie, j'ai dit une rectifier si vous ouvert parce une que je suis moi-même préliminaire je sais pas. sur des faits. Comment ça, vous ne savez pas ? Qu'est-ce que vous ne savez pas ? Ce que vous dites. Hein. L'enquête ? Il y a pas l'enquête pour détournement de fonds publics. Mediapart. Il y a eu un article sur Mediapart, mais j'ai reçu aucun document, aucune convocation. C'est-à-dire que vous êtes uniquement au courant de ça à travers les articles de presse ? Oui, non, mais vous n'avez pas été entendu. Essayez d'être juste auprès de vos auditeurs, s'il vous plaît, Monsieur Fauvel. C'est sérieux quand même. Qu'est-ce que j'ai dit ? Parce que vous me portez préjudice en faisant ça. Allez-y. Il y a eu un article de presse dans Mediapart. Oui. Depuis cet article de presse dans Mediapart, chez moi, Saint-Amand-les-Eaux, je n'ai reçu aucune convocation, je n'ai reçu aucune invitation à rencontrer qui que ce soit. C'est une enquête ouverte. Je n'ai pas dit que vous étiez mis en examen, ce qui n'est pas le cas. Mais je ne suis même pas au courant qu'il y a une enquête ouverte. Je n'en sais rien. Donc si vous êtes mieux informé que moi, écoutez, ça me paraît, c'est surprenant, mais pourquoi pas? La presse est toujours mieux informée que parfois les citoyens, tant mieux. Mais je ne suis pas au courant, donc ne dites pas ça tant que, pour l'instant, je ne suis pas au courant. D'accord? Il n'y a rien. Je n'ai rien reçu dans ma boîte aux lettres. Je vous pose la question, vous l'avez commenté 10 fois, cette information. Mais j'ai commenté un article. J'ai commenté un article affirmant qu'une enquête était ouverte. Non. Mais non, j'ai commenté un article de presse qui me met en cause et qui m'a meurtri, parce que quand on est un militant communiste, quand on est un assistant parlementaire communiste et qu'on se donne sans compter, eh bien on est touché, parce que quand on sait tout ce qu'on fait du matin au soir, quand on sait que nous on reverse nos émoluments, quand on sait que nous on ne s'enrichit pas quand on travaille et qu'on est les seuls à le faire, j'ai d'ailleurs un des patrimoines les plus petits parmi tous les candidats des élections présidentielles, j'ai commenté tout cela, mais je vais pas j'apprends l'ouverture de cette enquête par voie de presse, c'est ce que vous avez dit le 11 mars dernier. Mais j'apprends. Je vous l'apprends pas ce matin. Mais Monsieur Fauvel, ne dites pas qu'elle est ouverte. On n'en sait rien. J'apprends l'ouverture de cette enquête par voie de presse. C'est vous, hein. Mais j'apprends par voie de presse. Et je n'ai pas eu plus. Ça n'a pas été notifié. Je n'ai pas eu plus d'informations, de notifications, d'invitations, de convocations de qui que ce soit. Voilà, que les choses soient claires. Enfin, ma femme me dit, mais comment ils peuvent dire ça? On n'a rien reçu dans la boîte aux lettres. On n'a rien reçu dans la boîte aux lettres. D'accord? Donc la presse dit que. Moi, j'en sais rien.